Je croyais vivre le jour le plus douloureux de ma vie. J'enterrais mon mari, mon compagnon depuis 50 ans. Mais je ne savais pas qu'avec ce cercueil, j'enterrais aussi l'homme que je croyais connaître, toute ma vie, mes souvenirs, et plus encore, ma fierté. Cet enterrement ne marquait pas une fin, mais le commencement dévastateur où j'allais découvrir que tout n'avait été qu'un mensonge. Lorsque j'ai rencontré Henri, nous étions deux jeunes gens pleins de rêves. Il était mon premier et unique amour, et moi, j'étais la lumière de ses yeux. Durant 50 années entières, dans cette maison chaleureuse où nous avons élevé 2 enfants et chéri nos petits-enfants, il ne s'est jamais produit un seul instant qui aurait pu me pousser à douter de lui, car pour moi, il incarnait la sincérité, la fidélité et la confiance dans leur forme la plus pure. Bien sûr, ces dernières années, j'avais remarqué quelques étrangetés. Son air plus distrait qu'avant, ses voyages d'affaires soudains en dehors de la ville, dont il ne m'expliquait jamais vraiment la raison. Ce n'étaient que de petits détails en apparence, mais qui avaient pourtant leur importance. Chaque fois, je préférais les attribuer à son âge ou à la pression de son travail, et j'arrachais de mon esprit ces graines de doute, honteuses d'oser soupçonner mon mari après 50 ans de vie commune. Cette nuit-là, lorsque le téléphone a sonné, j'y crus vivre l'instant le plus sombre de mon existence. J'appris qu'Henri venait de succomber à une crise cardiaque foudroyante. J'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds, que je chutais dans un gouffre sans fin. La douleur de perdre mon compagnon de vie, sans même avoir eu le temps de lui dire adieu, était si immense que je ne me doutais pas un instant de l'épreuve encore plus cruelle que le destin m'avait réservée. Avec le soutien de mes enfants, Claire et Julien, j'essayais tant bien que mal de régler les formalités des funérailles. Pourtant, au milieu de la foule, je me sentais terriblement seule. Chaque condoléance que je recevais était accueillie par un sourire figé, glacé, tandis que je m'efforçais de cacher la tempête qui faisait rage en moi. Je ne savais pas encore que ce qui venait de s'effondrer n'était pas seulement le pilier de notre famille, mais toute la base de confiance sur laquelle mon passé avait été construit, une base faite de mensonges. À chaque pelletée de terre jetée sur le cercueil de mon mari, c'était comme si un poids s'abattait sur mon propre cœur. Vacillante sous le fardeau du désespoir et de cette séparation définitive, j'essayais de me convaincre que le pire était désormais derrière moi et qu'il ne me restait plus qu'à affronter le silence insoutenable d'une vie sans Henri. C'est alors que mon regard se posa sur une femme au visage livide, debout près de la grille en fer du cimetière. Elle ne ressemblait à personne d'autre parmi les présents. À ses côtés se tenaient 2 adolescents dont les traits portaient étrangement l'empreinte d'Henri, une mélancolie profonde et inexplicablement envahie, semblable au pressentiment d'une tempête qui s'annonçait. Ces quelques secondes où cette femme s'avança lentement vers nous, sans détacher un seul instant ses yeux des miens, me parurent durer des heures. Mon cœur battait si fort qu'il menaçait de briser ma poitrine. Je compris instinctivement qu'elle n'était pas là pour une simple condoléance tardive, mais pour ajouter une douleur plus grande encore à la mienne. Et lorsque enfin elle prononça le nom de l'homme que j'avais aimé pendant 50 ans, révélant qu'elle avait été sa compagne durant 18 ans et que les enfants à ses côtés étaient les siens, mes mots s'étranglèrent dans ma gorge. Toutes les larmes que j'avais versées jusque-là pour Henri se transformèrent en celles de la honte et de la trahison en découvrant que tout ce en quoi j'avais cru n'avait été qu'un immense mensonge. Alors que j'avais l'impression que le monde s'était figé, mon fils Julien, incapable d'accepter l'insulte faite à la mémoire de son père et à mon honneur, se précipita furieux vers cette femme. Tout bascula en un instant. Mes oreilles bourdonnaient au point que je n'entendais plus vraiment les injures qui s'échangeaient.
J'avais la sensation de flotter hors de mon corps et d'assister engourdie à cette scène terrible comme une spectatrice impuissante. Quand je vis les yeux effrayés des deux adolescents se réfugier derrière leur mère, un nœud se forma dans mon ventre. Je compris qu'ils étaient les victimes les plus innocentes de ce sordide mensonge. Mais en même temps, leur simple existence m'obligeait à affronter la vérité cruelle. Ils étaient la preuve vivante de l'infidélité impardonnable à laquelle j'avais été soumise pendant près de 20 ans. Ma fille Claire, en larmes, glissa son bras sous le mien pour m'arracher à cette scène d'humiliation. Ce fut son contact tremblant qui me retint encore debout, car au fond de moi, le seul désir que j'avais à cet instant était de m'effondrer sur la terre froide du cimetière. Mais je me forçais à tenir, à préserver les derniers fragments de dignité qui me restaient devant mes enfants, eux aussi, perdus et blessés. Le trajet en voiture vers notre maison, qui n'était plus désormais un foyer, mais un temple de mensonges, se déroula dans un silence oppressant. Mon esprit, lui, ne cessait de rejouer nos souvenirs passés, torturé par cette révélation. Chaque voyage d'affaires, chaque fête partagée, chaque mot tendre prononcé par Henri se voyait reconfiguré à la lumière de cette nouvelle et effroyable vérité. En franchissant le seuil de la porte, j'eus l'impression de ne pas entrer dans ma propre maison, mais dans un musée rempli des souvenirs d'un autre. Chaque photo accrochée au mur, chaque meuble dans le salon, chaque bibelot que nous avions choisi ensemble ne me rappelait plus le bonheur, mais les décors d'une vaste mise en scène dans laquelle ma vie entière avait été trompée. Je ressentais la colère de Julien résonner contre les murs, tandis que Claire, toujours plus pragmatique, cherchait déjà des solutions en appelant quelqu'un. Alors je compris que leur douleur différait de la mienne. Eux venaient de perdre le père qu'ils croyaient connaître, tandis que moi, je venais de découvrir que le mariage pour lequel j'avais sacrifié une vie entière n'avait en vérité jamais existé. Les mots qui s'échappaient de leurs lèvres, héritage, patrimoine, avocat, défense de l'honneur, tournaient dans ma tête comme un bourdonnement vide de sens. Je ne pensais pas à l'argent ni aux biens, mais je restais prisonnière du tourbillon douloureux qui me poussait à chercher quand, où et comment s'était formé le premier maillon de cette chaîne d'infidélité monstrueuse. Pour ne plus entendre les projets de mes enfants, je me réfugiais dans notre chambre conjugale, cet espace le plus intime que j'avais partagé avec Henri. Une soif désespérée et douloureuse m'envahit. Celle de trouver une lettre ancienne, une note oubliée, un indice minuscule qui pourrait enfin donner un sens à cette trahison inhumaine. Assise au bord du lit où j'avais passé 50 ans de ma vie, je tenais sur mes genoux une boîte en carton poussiéreuse, plus lourde qu'une pierre tombale. Je savais que ce qu'elle contenait allait soit confirmer mes pires cauchemars, soit me donner, au milieu de cette trahison insensée, une infime étincelle de sens. Le poids de cette incertitude m'écrasait au point de m'étouffer. La première photo que j'en sortis me foudroya. Henri, riant aux éclats sur une plage ensoleillée, aux côtés de cette femme. C'était précisément durant ce que j'avais cru être un voyage d'affaires imprévu. En un instant, la dernière parcelle d'espoir insensé que j'entretenais, celle d'une erreur, d'un malentendu, vola en éclats. Sous les photos, je découvris des documents officiels dont j'ignorais l'existence, l'acte de propriété d'une maison, des actes de naissance reliant légalement Henri à cette femme et à ses enfants. Ma douleur, jusque-là diffuse et intime, prenait forme dans l'encre et le papier, une vérité glaciale et irréfutable. Mais le coup le plus dévastateur vint lorsque je tombai sur un petit carnet où Henri tenait la comptabilité de sa vie cachée.
Entre ces pages figuraient les cadeaux d'anniversaire achetés avec l'argent détourné de notre foyer, ainsi que les mensualités d'une maison réglée à notre insu. En lisant ces lignes, mon chagrin profond se fige à peu pour se transformer en une colère froide, silencieuse et implacable. Lorsque je vis mon reflet, je découvris une femme brisée et épuisée. Celle qui avait cru être une épouse aimante, le pilier d'une famille heureuse, persuadée de la vérité de chaque instant de sa vie, n'était en réalité qu'un personnage de fiction écrit au cœur d'une immense tromperie. J'eus l'impression que mon âme s'était détachée de mon corps pour contempler, tel un spectre, les ruines d'un demi-siècle d'existence. Tenant contre moi cette boîte, devenue le bouclier de toutes les preuves, je quittais cette chambre remplie de souvenirs. Autour de moi, mes enfants s'agitaient dans un tumulte, fait d'héritage, d'honneur et de colère. Mais je me sentais étrangement détaché de leur douleur, car la mienne les dépassait de 1000 lieues. Il ne s'agissait plus pour moi de discuter d'argent, mais de ramasser les débris d'une vie entière. Dans ce chaos, je m'agrippais à un geste simple et quotidien, préparer un café. C'était ma façon de reprendre, dans un monde qui venait de basculer, un infime fragment de contrôle. Et tandis que j'attendais l'eau frémissante, je compris que ni les larmes, ni les cris ne pouvaient effacer le passé, ni punir un homme déjà mort. Seules des pensées froidement construites pouvaient ouvrir un chemin vers l'avenir. Quand je vis l'étonnement sur le visage de Claire et de Julien face à mon calme inattendu, je compris qu'ils me percevaient encore comme une victime fragile, une mère à protéger. Ils n'avaient pas saisi que la femme naïve entrée dans cette chambre 1 heure plus tôt y était morte, remplacée par une autre, forgée non plus de l'amour illusoire d'un homme, mais par le feu des vérités révélées. Ce fut là que je compris. Le luxe du deuil ne m'était plus accordé. Ma douleur volée s'était muée en une mission sacrée, une mission envers moi-même, pour mettre à jour chaque parcelle de ce mensonge, envers mes enfants, pour leur restituer ce qui leur revenait de droit, et surtout envers la jeune fille confiante que j'avais été jadis, pour ne pas laisser cet homme qui avait effacé ma vie avoir le dernier mot. Ce fut à cet instant que je vis notre cuisine se transformer. La famille en deuil laissa place à un véritable conseil de guerre. L'air oppressant du chagrin se dissipa, remplacé par une détermination électrique presque palpable. Mes enfants venaient enfin de percevoir, derrière mon apparente fragilité, ce noyau d'acier. Ils comprirent que l'enjeu n'était plus de pleurer une perte, mais de définir la stratégie d'une bataille à venir. En disposant, un à un, les preuves de la trahison d'Henri sur la grande table familiale, celle-là même où nous avions partagé tant de repas heureux, je sentais chaque document transpercer mon cœur comme une lame. Pourtant, dès l'instant où nous commençâmes à les examiner, ma douleur céda la place à une logique glaciale d'enquête. Le cœur de notre foyer se muait en un véritable quartier général dédié à la vérité. Lire à voix haute les dépenses consignées dans son carnet secret, précisément aux périodes où il nous demandait de nous serrer la ceinture sous prétexte que nos affaires allaient mal, fut une expérience écœurante. Nous découvrions que sa deuxième vie n'était pas seulement bâtie sur un mensonge sentimental, mais qu'elle avait été financée avec le confort et la sécurité volés à sa propre famille. Les premières recherches de Claire révélèrent qu'Henri n'offrait pas à cette seconde famille une simple subsistance, mais un train de vie luxueux,
bien au-delà même de ce que nous pensions posséder. Notre sentiment d'avoir été trompé cessa d'être une blessure intime pour devenir la constatation d'un pillage financier, prémédité et cruel, commis contre ses propres enfants. Ce fut, dans cette clarté terrifiante, qui ne dessinait plus seulement l'existence d'un secret, mais le portrait impitoyable d'une opération de tromperie méthodiquement conduite pendant des années, que je compris une chose essentielle: notre première action ne devait pas être une confrontation bruyante et émotive. Elle devait être au contraire la collecte silencieuse et méthodique de chaque fragment d'information. Ainsi, le jour où nous agirions, ce serait avec la force irrésistible et écrasante d'une avalanche. La semaine qui suivit les funérailles se dissipa dans un tourbillon d'insomnie et de tension. Le deuil partagé céda la place à une enquête acharnée. La table de la cuisine n'accueillait plus de repas, mais des cartes, des relevés bancaires et des notes juridiques. Chacun de nous s'était attribué un rôle dans cette nouvelle entreprise familiale, implacable et dévorante. Voir le visage de cette femme qui m'avait volé ma vie pendant tant d'années, non plus au cimetière, mais sur l'écran froid d'un ordinateur, provoqua en moi un trouble profond. Elle y apparaissait comme une mère souriante, banale, semblable à tant d'autres, et c'est précisément cette banalité qui rendait sa complicité dans l'immense mensonge d'Henri encore plus monstrueuse, encore plus inimaginable. Le jour où nous démasquâmes la société écran qu'Henri avait mise en place pour transférer, année après année, l'épargne de notre famille vers son autre vie, nous comprîmes que la trahison n'était pas seulement sentimentale. Elle était la preuve glaciale d'un complot financier méthodiquement planifié, détaillé dans ses moindres rouages et mené sur le long terme. Plus nous recoupions les notes en apparence insignifiantes de son carnet avec les virements bancaires secrets, plus le puzzle prenait forme. La douleur se mêlait à une étrange satisfaction. Chaque pièce ajoutée dessinait le portrait accablant de sa duplicité, mais chaque correspondance nous armait aussi des preuves nécessaires pour la bataille qui approchait. En contemplant notre jardin, autrefois témoin vivant d'une vie partagée, je compris avec certitude que la femme qui l'avait entretenu avec amour avait disparu à jamais. À sa place se dressait désormais une autre, convaincue que la justice, tel un jardin négligé, ne pouvait refleurir qu'en condition d'arracher une à une, méthodiquement, toutes les mauvaises herbes de la trahison. Malgré toutes les données froides et précises que notre enquête numérique nous avait livrées, chiffres, adresses, transactions, je compris que nous étions arrivés au bout de ce mur d'informations. Pour vraiment comprendre la vie clandestine qu'Henri avait bâtie dans l'ombre, il ne suffisait plus de rester derrière des écrans, il fallait marcher dans la réalité physique de ses mensonges. Lorsque j'annonçai ma décision de partir pour cette ville où s'était jouée sa double existence, un silence lourd tomba dans la pièce. Mes mots flottaient dans l'air, chargés de peurs inavouées et de risques implicites, mais je vis dans les yeux de mes enfants une adhésion muette et inébranlable. Ils comprenaient que ce voyage, si effrayant soit-il, constituait l'étape incontournable au cœur même de notre douleur. Les préparatifs de ce déplacement prirent une allure étrange, presque irréelle. Réserver un hôtel discret, obtenir des conseils juridiques auprès d'un avocat, définir comment observer sans se dévoiler. Chaque détail ressemblait moins à une excursion qu'à une mission de reconnaissance militaire planifiée avec soin pour collecter des renseignements sans révéler notre position à l'ennemi. Lorsque nous quittâmes nos rues familières pour nous engager vers ces terres inconnues de la trahison, un silence dense envahit la voiture.
Chacun de nous se cuirassait intérieurement, imaginant l'impact émotionnel des preuves que nous allions probablement découvrir, la matérialisation brutale d'une vie parallèle financée avec ce qui aurait dû être la nôtre. En regardant le soleil se coucher sur l'autoroute, je pris conscience que je n'étais plus la femme qui, quelques semaines plus tôt, s'était effondrée de chagrin à un enterrement. Cette femme avait été enterrée avec son mari. Celle qui roulait désormais vers l'inconnu n'était plus la veuve d'un homme aimé, mais la veuve d'une illusion entretenue pendant un demi-siècle, animée d'un seul désir, obtenir le récit complet, ultime et dévastateur de la vérité. Tandis que nous avancions dans ce quartier, à la fois étranger et étrangement familier, chaque pelouse impeccablement entretenue, chaque maison d'où s'échappait une lumière chaleureuse par les fenêtres, me frappait comme un monument à la prospérité volée à notre propre vie. L'atmosphère dans la voiture s'alourdissait, saturée par le sentiment d'une insulte personnelle, le mensonge parfait qu'Henri m'a bâti, projeté en pleine lumière sous mes yeux. Lorsque nous fûmes enfin face à cette maison, que nous n'avions jusque-là aperçue qu'à travers des images satellites granuleuses, la réalité me frappa avec violence. La lumière douce filtrant par les vitres, le petit vélo d'enfant abandonné près de la porte. Soudain, cette demeure cessait d'être un simple bien immobilier inscrit sur un acte de propriété pour devenir le cœur battant d'une existence familiale que mon mari avait secrètement nourrie et fait prospérer. Observer cette femme, celle qui avait partagé mon mari, et son fils évoluer avec une intimité quotidienne devant la maison qu'Henri leur avait offerte, m'inspira un dégoût mêlé de honte voyeuriste. J'avais l'impression d'assister, depuis l'ombre de la rue, à une pièce de théâtre joyeuse et insouciante, jouée par des acteurs inconscients de la tragédie qu'ils représentaient pour le trio tapi dans l'obscurité. Nous comprîmes dans un accord tacite et silencieux qu'il était temps d'en rester là pour cette nuit. En rester davantage risquait de compromettre notre mission par une explosion émotionnelle incontrôlable. Nous nous repliâmes vers la neutralité stérile d'une chambre d'hôtel où le poids accablant de la vérité pouvait s'abattre sur nous, à l'abri de toute confrontation prématurée. Face aux lumières infinies de la ville, je sentis en moi la dernière parcelle d'attente d'une explication ou de compassion pour ces enfants innocents se briser et mourir. À sa place, il ne demeura qu'une lucidité glaciale, tranchante. Il ne s'agissait plus de récupérer de l'argent ou de l'honneur, mais de mener une croisade juste et nécessaire, destinée à détruire pierre après pierre cet empire factice édifié sur les ruines de mon cœur. L'aube d'un nouveau jour, dans cette ville étrangère, n'apporta pas avec elle la brume pesante du chagrin de la veille, mais la clarté froide et tranchante d'un général révisant son plan de bataille. Les émotions brutes et chaotiques de la nuit s'étaient décantées pour se figer en une série d'objectifs précis, soigneusement étalés sur la surface stérile d'un lit d'hôtel. Nous décidâmes alors de détourner notre attention de leur théâtre familial chargé d'émotions pour la recentrer sur leurs avoirs financiers, froids et tangibles. Car même si leur bonheur jetait du sel sur nos plaies, nous comprenions que, dans la bataille juridique qui s'annonçait, les véritables preuves seraient ces usines et propriétés acquises avec notre argent. Découvrir que l'entreprise florissante où Henri avait secrètement investi son énergie et son ambition, tandis qu'il nous affirmait que ses affaires s'effondraient, n'était pas seulement une trahison financière. C'était le signe qu'il nous avait dérobé aussi sa passion professionnelle, son élan créateur, détourné vers une autre vie. Cela me blessa plus profondément encore qu'une maison. C'était comme si son âme même avait été volée à notre famille. En analysant les résultats de cette journée, nous dûmes admettre, avec une lucidité douloureuse,
que nous étions confrontés à un labyrinthe financier bien plus complexe et savamment dissimulé que prévu. Nous touchions aux limites de notre enquête d'amateur. Il fallait faire appel à un expert, un avocat spécialisé, capable de se frayer un chemin dans les profondeurs de la fraude corporative qu'Henri avait érigée. Pour tenir la promesse que je m'étais faite, déraciner cet empire factice depuis ses fondations, je compris qu'il me fallait réprimer mon instinct de régler cette affaire en secret. Il fallait désormais adopter les armes froides et impersonnelles de ce monde où Henri avait si longtemps évolué. Car pour vaincre un menteur méticuleux, je devais devenir une chercheuse de vérité encore plus méticuleuse, quitte à inviter un étranger dans les recoins les plus intimes et les plus douloureux de ma vie. Sous le poids écrasant de ce simple coup de téléphone, qui me parut pourtant l'équivalent d'une déclaration de guerre, je sus que je venais de franchir un pas irréversible. En conviant dans notre vie cet homme totalement étranger pour qu'il dissèque les ruines de mon mariage et les détails les plus intimes de la trahison d'Henri, je consentais à pulvériser les derniers fragments de notre intimité familiale. L'expérience irréelle de raconter à un visage figé dans une neutralité professionnelle, véritable toile blanche, l'histoire la plus humiliante de ma vie me força à étouffer le tremblement de ma voix. Je présentais les faits avec la précision froide d'un rapport d'audit, car j'avais compris que ce dont il avait besoin, ce n'étaient pas mes larmes, mais les preuves tangibles et vérifiables enterrées dans ce cercueil de carton. En le regardant transformer le chaos de notre tragédie en un dossier solide et cohérent, en entendant ses questions tranchantes et sa compréhension immédiate des mécanismes financiers, je ressentis, au cœur même de mon inquiétude, une étrange forme de soulagement. Nous avions fait le bon choix, chercher un guide pour naviguer dans cette géographie perfide où seuls nous nous serions perdus. Lorsque notre nouveau commandant dans cette guerre secrète nous assigna nos ordres, nous retirer de la ligne de front et reprendre le rôle d'une famille endeuillée, apparemment ignorante, je compris combien ce rôle serait presque impossible à jouer. Comment continuer à sourire dans la banalité du quotidien alors qu'une bataille souterraine était désormais menée en notre nom? Mais sur le chemin du retour, une transformation intérieure se produisit. Le fardeau écrasant de porter seul cette enquête était désormais partagé avec un professionnel. Dans mon cœur, la brûlure de la colère céda la place à une braise patiente et calculée. Je réalisais que mon rôle avait changé. Je n'étais plus la femme fébrile cherchant des indices, mais une reine sur l'échiquier, ayant avancé une pièce décisive et attendant avec une froide patience le coup inévitable et inconscient de l'adversaire. Rentrer dans ma maison, autrefois mon refuge et le centre de mon monde, provoqua en moi un profond sentiment de dissonance. Cet endroit ne m'appartenait plus. Il me paraissait comme un musée soigneusement conservé, où s'était jouée pendant des décennies la pièce cruelle du crime commis contre mon âme. Et c'est au cœur même de ce théâtre que je devais désormais jouer le rôle pénible de la veuve éplorée. Tandis qu'au regard du monde extérieur, nous présentions le front uni d'une famille soudée dans le deuil, à l'intérieur, nous vivions comme une cellule clandestine, attendant avec angoisse des rapports d'intelligence, murmurant des conversations téléphoniques au milieu de la nuit. Ces premières semaines, étirées dans une lenteur douloureuse, exigèrent de moi une force de volonté dont je n'aurais jamais cru disposer. Lorsque nous ouvrîmes le premier rapport envoyé par notre homme de terrain, les photos de filatures granuleuses et le jargon financier aride transformèrent notre savoir abstrait en un flot de preuves irréfutables. L'autre famille cessa d'être un spectre obsédant pour devenir une cible concrète, prévisible,
dont nous commencions à percer les habitudes. Je ressentis alors un mélange amer de tristesse et d'un frisson presque illicite. Subir l'épreuve interminable d'écouter les éloges inlassables des amis bien intentionnés, vantant l'honnêteté et la loyauté d'Henri, me torturait à chaque instant. Chaque mot d'admiration me transperçait comme une lame chauffée au fer rouge. Sourire et acquiescer à la légende d'un homme que je savais manipulateur et voleur revenait à commettre minute après minute une trahison silencieuse envers ma propre vérité. Je trouvais un étrange apaisement dans la violence méthodique du jardinage nocturne. Couper les branches mortes, tailler les excroissances envahissantes. Ces gestes devinrent la métaphore de mon propre chemin. Je compris enfin que la véritable guérison et toute nouvelle croissance ne pouvait commencer qu'après avoir patiemment, consciemment et parfois impitoyablement élagué toutes les parties pourries du passé qui étouffaient mon avenir. Les jours monotones et silencieux de notre exil volontaire s'étiraient en une toile fragile, tissée d'une normalité de pacotille, toujours prête à se rompre sous le poids de notre secret commun. Et c'est lors d'une de ces soirées apparemment ordinaires qu'un courriel lapidaire, d'un seul mot, tomba dans le silence, comme un coup de tonnerre, annonçant soit notre victoire finale, soit l'entrée dans une tourmente nouvelle et imprévisible de notre quête de justice. En lisant le rapport de notre détective privé, révélant qu'Henri n'avait pas seulement trahi par son infidélité, mais qu'il avait aussi risqué l'entreprise héritée de son propre père, socle de l'avenir légitime de notre famille, sur l'autel de son empire clandestin, nous comprîmes que l'affaire franchissait désormais le seuil intime de la trahison pour entrer dans le domaine glacé et implacable du droit pénal. Lorsque nous réalisâmes que ce que Démire nous livrait n'était pas seulement une information, mais le talon d'Achille de nos adversaires, un faux contrat de prêt qui soutenait à lui seul leur monde brillant et illégitime, l'atmosphère changea soudainement. La salle cessa d'être un lieu d'observation passive pour se transformer en état-major d'une planification stratégique active. Ce fut l'instant du détachement ultime. L'homme que j'avais aimé, pleuré, puis haï, cessa définitivement d'exister comme personne. Il devint un problème juridique, un réseau de fraude à démanteler avec l'aide des avocats et des détectives. Je marquai ce passage en posant sa photo face contre table. Alors, nous sûmes que le prochain chapitre de notre histoire ne s'écrirait plus avec les larmes de nos veillées, mais avec l'encre froide et tranchante des actes juridiques. La vérité, longtemps endormie dans l'ombre, allait être traînée à la lumière dans les cris et les convulsions de sa propre chute. Et nous étions tous unis par une énergie électrique, conscients que l'attente douloureuse avait pris fin, remplacée par la certitude implacable de l'action. Entendre notre tragédie familiale, jadis faite de mots comme trahison et mensonge, se traduire désormais dans le langage froid, précis et implacable du droit, cession frauduleuse, abus de mandat, détournement d'actifs, relevait de l'irréel.
Je sentais que notre quête intime de justice s'était métamorphosée en une offensive juridique, clinique et puissante. En signant ces documents, chaque signature, chaque cachet officiel résonnant comme le coup final porté dans une guerre intérieure qui durait depuis des semaines, je ressentis une profonde inéluctabilité. Nous déclenchions une tempête légale conçue non pour négocier, mais pour paralyser totalement et définitivement l'empire financier bâti sur les ruines de ma vie. En imaginant cette femme comprendre soudain que le fleuve intarissable d'argent avait tari, que son univers de luxe reposait en réalité sur des fondations de sable, un château de cartes fragile, je fus envahi par une satisfaction glaciale, distante, mais implacable. La bulle parfaite de son existence venait d'être percée par la pointe acérée d'une mise en demeure. Lorsque les appels frénétiques et sans réponse en provenance de Bursa commencèrent à saturer nos téléphones, chaque sonnerie devint pour moi la preuve de leur panique croissante et une étrange symphonie de victoire douce amère. Pour la première fois depuis l'enterrement d'Henri, je sentis que tout le pouvoir avait basculé de notre côté. Désormais, c'étaient eux qui erraient dans l'obscurité à la recherche de réponses, tandis que nous détenions toutes les preuves, toutes les clés, tout le contrôle. Assise dans ce fauteuil, jadis l'épicentre des mensonges de mon mari, je compris que je l'avais reconquis comme mon trône retrouvé. Et ce n'était pas un simple acte de vengeance inspiré par un cœur méprisé, c'était la restauration nécessaire et légitime d'une justice et d'un équilibre brutalement arrachés à notre univers par la gigantesque fraude d'un seul homme. Une paix profonde, silencieuse et méritée s'installa enfin en moi. Après que la première tempête de leurs appels paniqués et restés sans réponse se fumait en un silence de 2 jours, tendu au point de nous briser les nerfs, ce fragile répit fut finalement pulvérisé par la sonnerie stridente de notre porte. C'était l'annonce que l'ennemi, privé de ses lignes de ravitaillement, avait quitté sa forteresse pour se présenter devant nos portes, vulnérable et désarmé. Tandis que mes enfants, encore mus par un mélange de colère et de prudence stratégique, débattaient de notre prochaine manœuvre, je compris que ma propre transformation était achevée. Je n'agissais plus sous l'emprise d'une passion ardente, mais depuis une position de supériorité froide et tactique. La véritable puissance, je l'avais saisie, ne résidait pas dans le refus de voir l'adversaire, mais dans le fait de le laisser pénétrer sur notre terrain, à nos conditions, sous notre contrôle absolu. Voir cette femme, qui avait possédé une part invisible de ma vie durant près de 20 ans, se tenir enfin dans ma maison, dépouillée des mensonges d'Henri et de toute sa puissance financière, m'apporta une satisfaction presque théâtrale. Sa voix, non pas brisée par le remords, mais fondie par la panique égoïste de celle dont l'aisance venait de s'effondrer, révéla la nature réelle de sa relation, un pacte d'intérêt, jamais d'amour. Lorsqu'elle comprit qu'elle n'était pas face à une veuve hystérique et endeuillée, mais qu'elle marchait dans un piège juridique minutieusement préparé, où chaque mot devenait témoignage et chaque supplication émotionnelle se réduisait à néant sous le poids des faits froids du droit, je sentis de manière presque palpable le basculement du rapport de force. L'échange silencieux qui suivit fut le point final.
Je ne répondis pas à ces regards suppliants par la haine ou la colère, mais par ce vide glacial et immense qui disait sans un mot que la femme brisée n'existait plus. Celle qui lui faisait face n'était plus pour elle qu'une contrainte juridique, une anomalie dans une succession factice à éliminer méthodiquement et sans pitié. Là, tout s'acheva. Dans le silence assourdissant qui suivit le départ de cette femme vaincue hors de ma maison, la seule voix qui résonna fut celle froide et distante de notre avocat. Il énonçait avec minutie les conditions de cette reddition inévitable. Notre coup d'échec et mat juridique ne laissait à l'adversaire d'autre issue que la soumission totale ou l'affrontement avec les conséquences bien plus lourdes d'un procès pénal public. Je contemplais alors l'écroulement de l'empire factice bâti sur mes souffrances. Il ne s'effondrait pas dans les cris ni les larmes, mais sous les grincements implacables et bureaucratiques de la machine judiciaire que nous avions déclenchée. Le processus méthodique de récupération de ce qui nous revenait de droit n'apportait ni joie ni célébration, seulement la lourde certitude que l'ordre violi venait d'être rétabli. Lorsque nous fixâmes les conditions finales pour l'autre famille, je sus qu'elle ne naissait ni d'une parcelle de clémence, ni d'un désir de grandeur d'âme. Elle venait d'une logique froide et pragmatique. La victoire la plus pure exige de rompre tous les liens. Nous leur laissions juste assez pour disparaître à jamais de nos vies, afin que ni le spectre de leur présence, ni les décombres de leur fraude ne viennent plus jamais nous hanter. En observant mes enfants reprendre sur leurs jeunes épaules le poids de l'entreprise familiale presque détruite par la trahison de leur propre père, je ressentis une douleur amère, mais aussi une profonde fierté. Dans leurs visages graves et déterminés, je voyais non seulement les cicatrices de notre épreuve commune, mais aussi les graines résistantes d'un avenir plus honnête. Et lorsque je jetai sa photo à la poubelle, ce ne fut pas un geste de colère, mais l'acte purificateur de me débarrasser d'un objet inutile, vidé de tout pouvoir sur moi. C'était le nettoyage final d'une maison et d'une vie. À cet instant, je pus tourner toute mon attention non plus vers les cendres d'une existence révolue, mais vers les jeunes pousses silencieuses et pleines d'espoir, d'une vie nouvelle, façonnée par ma seule volonté. Le calme étrange et silencieux qui suivit la grande tempête ne fut pas une période de célébration. Ce fut plutôt une phase de réorganisation intérieure, non pas pour pleurer les pertes, mais pour fouiller patiemment les strates archéologiques de ma propre vie, afin de redécouvrir celle que j'avais été, avant de me confondre irrévocablement avec un homme dont l'identité elle-même n'était qu'un spectre soigneusement construit. Je réalisais que le feu de l'épreuve traversée ensemble avait consumé toutes les couches superficielles de notre ancienne dynamique familiale. À leur place, il avait forgé un lien neuf et indestructible, non plus défini par les rôles traditionnels de parents et d'enfants, mais par une compréhension silencieuse née de la traversée commune des vallées les plus sombres. Désormais, nous étions 3 partenaires égaux, unis par un respect réciproque forgé dans la douleur. Lorsque je reçus la notification juridique finale, événement qui aurait dû paraître solennel, je n'y trouvais pas l'éclat d'une conclusion triomphale, mais le discret sentiment d'une parenthèse qui se ferme. Elle confirmait que les fantômes de la double vie d'Henri étaient chassés, officiellement
et définitivement. Ils ne laissaient pas derrière eux un vide, mais un espace clair et silencieux où mon histoire pouvait continuer. Je perçus alors un léger mais profond glissement dans ma manière de côtoyer mes souvenirs. Je refusais qu'ils restent définis par la présence ou la trahison d'Henri. J'appris à séparer doucement ma joie de ses mensonges, à me réapproprier des fragments de mon histoire et à comprendre que ce jardin qu'il avait autrefois foulé m'appartenait désormais pleinement. Après 50 ans passés à croire que mon bonheur dépendait par nature d'un autre, je fis une découverte incontendue et libératrice. Pour la première fois de ma vie adulte, je trouvais une satisfaction tranquille dans ma seule existence. Ce n'était ni un mari qui me l'offrait, ni une famille qui me définissait, mais une paix conquise en traversant le feu, forgée dans les chambres silencieuses et résilientes de mon propre cœur. Je réalisais que le premier anniversaire des funérailles passa non pas comme une tempête de souvenirs douloureux, comme je l'avais tant redouté, mais comme un murmure à peine perceptible. Il devint la preuve que le cours implacable de jours simples et choisis par moi, emplis de petites joies, avait lentement et avec douceur émoussé les arêtes vives de mon traumatisme le plus profond. Lorsque mes yeux croisèrent par hasard l'un des enfants de l'autre vie d'Henri, je fus frappée par l'étrangeté de mon absence d'émotion. Il n'était plus le symbole d'une trahison destructrice, mais, avec le temps et la distance, simplement un jeune être humain cherchant sa route dans les courants difficiles d'une existence irrévocablement façonnée par les choix de son père. En moi naquit non pas de la haine, mais une lassitude profonde et une compréhension désabusée de la complexité cruelle et entremêlée de la vie. Dans un geste simple et volontaire, je tournai délibérément le dos à cette scène. En moi naquit non pas de la haine, mais une lassitude profonde et une compréhension désabusée de la complexité cruelle et entremêlée de la vie. Dans un geste simple et volontaire, je tournai délibérément le dos à cette scène. Ce mouvement physique représentait mon choix intérieur, ne plus permettre aux fantômes de leurs conséquences d'occuper mon territoire émotionnel. Leur histoire, avec ses luttes et ses épreuves, leur appartenait désormais entièrement. Dans mon livre, il ne restait plus une seule page qui leur fût consacrée. Assise avec mes propres enfants, je compris que la véritable guérison ne réside pas dans le besoin de rouvrir sans cesse la blessure, mais dans l'instant où l'on s'aperçoit que la cicatrice s'est formée. Dès lors, une rencontre fortuite avec la source de la douleur n'engendre plus de vagues nouvelles, mais devient le rappel silencieux d'une bataille déjà livrée et définitivement gagnée. En planifiant un avenir jadis inimaginable, une leçon ultime s'imposa à moi. La plus grande revanche que l'on puisse prendre sur celui qui a tenté d'effacer votre vie n'est pas de détruire la sienne, mais de vivre la vôtre avec une plénitude, une sincérité et une joie si intenses et sans repentir que sa mémoire et sa trahison se réduisent à ce qu'elles méritent d'être, une simple note de bas de page dans l'immense roman triomphant de votre propre existence.
Je n'ai pas voulu vous raconter cette longue histoire comme un sombre conte de chagrin et de trahison, mais comme une preuve vivante, tout comme cette terre de jardin, de la résistance inattendue du cœur humain. Car il peut survivre aux hivers les plus rudes et aux herbes les plus toxiques pour en sortir plus riche et plus fertile encore. J'ai appris au fil de ce chemin que la vérité que je poursuivais avec acharnement n'était pas seulement une arme pour remporter une guerre, elle était aussi, si douloureuse à avaler soit-elle, le seul remède capable de purifier l'infection profonde de 50 années de mensonges et d'amorcer le lent, pénible mais nécessaire processus de guérison. J'ai trouvé ma paix intérieure, non pas dans l'acte impossible et inutile de pardonner l'homme qui m'avait trahi, mais dans quelque chose de bien plus vital, le pardon de soi. J'ai pardonné à la jeune fille confiante que j'avais été pour son innocence et à la femme que je suis devenue pour n'avoir pas vu les signes que personne ne voulait voir. Ce geste m'a enfin libérée du poids qui écrasait mes épaules. J'ai compris au terme de cette route que la véritable force ne consiste pas à demeurer indemne ou à éviter les fractures, mais à ramasser patiemment ces morceaux brisés et de ses propres mains reconstruire non pas la vie volée, mais une vie nouvelle, plus forte et plus belle, entièrement et enfin sienne. N'oubliez pas, toute existence connaît ses gelées inattendues et ses mauvaises herbes envahissantes. Mais si l'on a le courage de tailler ce qui est mort et la patience de nourrir ce qui est juste, alors, aussi dévasté soit-il, chaque jardin refleurira tôt ou tard.